Nous sommes le jeudi 29 mai 2025, ici Denis Julien et votre bulletin d'information communautaire, Info CJSR. Développement dans le dossier de la ligne haute tension Hydro-Québec. Vincent Caron, député de Portneuf, se joindra à nous. Saint-Raymond a dévoilé sa nouvelle image lors du déjeuner du maire le vendredi 23 mai. Le pôle alimentaire de Portneuf a inauguré ses locaux à Donnacona. On en parle avec Karine Durocher et Valérie Paquette. Et le marché public de Saint-Raymond a une campagne de financement en cours. Et Saint-Marc-des-Carrières a un festival des calcaires qui s'en vient. Bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le projet d'Hydro-Québec qui vise à faire passer une ligne haute tension sur le territoire de plusieurs acériculteurs de la région a évolué dans les dernières semaines. Lors de l'édition d'Info CJSR du 15 mai, nous avions invité le président de l'UPA, Christian Hébert. Il expliquait d'ailleurs qu'un projet comme celui proposé par Hydro-Québec aurait de graves conséquences pour ceux qui récoltent le sirop d'érable. On rappelle qu'Hydro-Québec a proposé un tracé sans avoir laissé d'autres alternatives aux producteurs d'ici. Selon M. Hébert, il aurait été souhaitable qu'il y ait une véritable collaboration entre Hydro-Québec et les membres de l'UPA. Eh bien, Vincent Caron a réagi de son côté. Il indique avoir lui aussi suivi le dossier et vouloir défendre les intérêts des acériculteurs tout en faisant le pont avec les besoins d'Hydro-Québec. J'ai discuté avec lui un peu plus cet après-midi pour discuter des dernières semaines et des semaines à venir. Voici cette entrevue. On parle maintenant avec le député de Portneuf, M. Vincent Caron, de la situation Hydro-Québec et acériculteur dans Portneuf. Bonjour, M. Caron. Bonjour Danick, comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va très bien, ça va très bien. Merci de m'accueillir et de me permettre de faire un petit peu une mise à jour sur ce dossier-là. Oui, un dossier qui a fait jaser. Il y a 2 semaines, on avait accueilli M. Hébert, le président de l'UPA Portneuf, pour parler de la situation. Évidemment, dans cette entrevue, il demandait de l'action du député de Portneuf. Donc, un dossier que vous avez quand même suivi, M. Caron. Oui. Monsieur Hébert, c'est Robin des Bois, hein, finalement. Il se porte à la défense de tout le monde. J'entendais la fin de son intervention. C'est de penser que c'est François Legault ou Vincent Caron qui décide de l'endroit où on va positionner un pylône d'hydro, c'est méconnaître le fonctionnement de la société d'État, c'est méconnaître le fonctionnement de la politique. Mais bon, on n'est pas là pour parler de M. Hébert. Parlons des acériculteurs et des personnes qui sont touchées dans ce secteur-là. En effet, j'ai rencontré Hydro-Québec à de multiples reprises, mais là, je sentais que la situation me semblait plus tendue finalement entre les acériculteurs, les personnes touchées et Hydro-Québec. Donc, mon rôle, c'est de m'assurer finalement que la communication demeure toujours, mais surtout que les préoccupations des gens concernés soient entendues et soient prises en considération. Alors, j'ai eu une rencontre vraiment très productive et très intéressante avec Hydro-Québec la semaine dernière, qui m'assurait de toute la collaboration, et je peux vous assurer que
les dés sont loin d'être jetés et puis l'analyse surtout est loin d'être terminée parce que Hydro-Québec sait bien et a compris que l'impact sur certaines érablières serait vraiment pourrait être colossal. Donc vraiment, on est en mode travail, en mode collaboratif et je pense que c'est le signal qu'il faut envoyer, rester ne pas être contre-productif finalement, rester optimiste et puis se dire que on veut trouver des solutions, pas une solution alternative, parce que vous savez, avec les besoins énergétiques dont on a besoin, il va falloir agrandir nos capacités de production. Et donc, si on agrandit nos capacités de production, eh bien, il va falloir aussi euh, moderniser et puis augmenter nos modes de transport. Donc, je ne suis pas là pour vous dire que cette ligne ne passera pas dans Port-Neuf, mais je pense qu'on est capable de trouver des alternatives. Par exemple, Hydro me semblait bien ouvert à pourquoi pas essayer de se décaler de certaines grosses érablières. Mais je sais que de toute manière, il y a des discussions qui vont avoir lieu encore très prochainement avec l'UPA de la capitale nationale, justement pour identifier exactement quels sont les enjeux et identifier surtout quelles peuvent être les pistes de solution. On va aller marcher sur le terrain, on va bien se rendre compte de toutes les situations. Parce que l'objectif d'Hydro, là, c'est pas non plus, c'est sûr qu'eux veulent transporter de l'électricité, mais c'est pas d'enfoncer la gorge à qui que ce soit, c'est de trouver une acceptabilité sociale et je suis convaincu qu'on va réussir à l'accepter, on va réussir à trouver finalement cette Donc, acceptabilité sociale pour que tout le monde puisse y trouver finalement pas son compte, mais qu'on trouve les aménagements qui conviennent à l'ensemble des parties. donc, M. Caron, de ce que vous dites, là, c'est que la situation a encore place au dialogue. Il y a encore du dialogue possible là, dans le dossier là, de la ligne hydroélectrique. Mais oui, le dialogue est là. C'est sûr que si M. Hébert, par exemple, arrive en disant la ligne ne passera pas dans Port-Neuf ou encore que les droits qui ont été négociés dans les années 70, eh bien, on va en faire fi, on veut réouvrir tous ces contrats-là. Ça, c'est de l'utopie, très honnêtement. Danick, vous savez bien que moi-même, j'ai une terre à bois et puis j'ai une petite ligne d'hydro qui passe par-dessus. Si jamais Hydro réouvrait les ententes qui ont été signées dans les années 70 dans le cas de la ligne dont on parle, ben c'est tout le Québec qui va se réveiller et tout le monde va dire, ben écoute, moi mon grand-père a eu 700 $ à l'époque, mais moi je voudrais 50 000 $ aujourd'hui. Ça marche pas, puis devant les tribunaux, c'est sûr qu'on irait vers ce serait forcément rebooté. Donc si l'objectif c'est de dire la ligne ne passera pas ou alors vous allez réouvrir les ententes, bien là, je pense qu'on se dirige dans la mauvaise direction. En revanche, si l'objectif, c'est de trouver des alternatives pour essayer finalement d'amoindrir l'impact, parce que ce qu'on veut, là, c'est toucher le moins possible d'érables et puis toucher le moins possible d'entailles. On veut les préserver, nos entailles. On sait que c'est une richesse précieuse, donc on va continuer de travailler là-dessus. Mais encore une fois, c'est sûr que quand on me sort l'argument, oui, mais ceux qui nous ont précédés ont eu un montant, un dédommagement de 700 $ dans les années 70. Alors c'est sûr que 700 $ aujourd'hui, quand on regarde ça comme ça, on se dit c'est pas beaucoup d'argent. Sauf que dans les années 70, le revenu annuel moyen était de 5000 $ environ. Donc c'était beaucoup d'argent à l'époque. Puis je peux vous assurer que les voisins de l'époque se disaient ah ben tiens ils ont été quand même correctement dédommagés. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui ben, ça représente une petite somme. C'est pas, si on le convertit en dollars d'aujourd'hui, ce serait beaucoup d'argent en revanche. Mais écoutez, si l'objectif c'est ça, je pense qu'on fait fausse route. Il faut continuer de travailler, surtout continuer d'être productif, d'être constructif plutôt pour trouver des alternatives et puis faire en sorte que ce soit la satisfaction pardon, de tout le monde. Monsieur Caron, je sais que vous avez une journée chargée aujourd'hui. J'ai une dernière question pour terminer le dossier. Vous, en tant que député de Port-Neuf, comment vous allez suivre le dossier dans les prochaines semaines, prochains mois pour la suite? Ah ben écoutez,
de tenir la corde tendue, parce que moi, je la sens, la pression des gens concernés, puis je sens Hydro qui est ouvert à la discussion. Ben moi, si je peux être cet acteur qui va permettre à tout le monde, tout ce beau monde de se parler et surtout de se comprendre, ben c'est ça mon rôle, parce que mon rôle, c'est de défendre mes concitoyens. C'est pas de défendre Hydro, c'est pas de, mais c'est d'être aussi logique. À un moment donné, on a besoin de lignes de transport, mais comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit que les impacts dans Port-Neuf soient les plus minimes possibles. Ça, c'est mon rôle. Et ça, je peux garantir tous les producteurs et les productrices qui sont concernés par ce dossier que je vais être à leur côté. Maintenant, il faut être réaliste. Et puis surtout, il faut penser positif. Il ne faut pas juste jeter les bras en l'air en disant tout va mal, ça ne fonctionnera pas, etc. Il y a des options qui sont sur la table. Le travail reste ouvert, les discussions sont ouvertes. Continuons dans ce sens. Et puis surtout, faut se respecter, s'écouter. Et puis on va trouver des solutions qui soient convenables pour tout le monde. Monsieur Caron, merci pour votre temps. Ben, merci beaucoup. Bonne fin de journée à vous. Au revoir. Bonne fin de journée. La ville de Saint-Raymond tenait le déjeuner du maire 2025 vendredi dernier, 23 mai. Durant une présentation d'environ 2 heures, le maire Claude Duplain et la directrice Chantal Plamondon ont présenté les récents accomplissements de la ville ainsi que ses objectifs pour un futur rapproché. À la fin de la présentation, le maire de Saint-Raymond a invité Marie-Ève de la compagnie Visages Régionaux pour présenter une nouvelle image qui sera utilisée par tous les services de la ville. Voici Claude Duplain qui explique pourquoi une nouvelle image de marque était nécessaire. Ça faire une image. Ça l'a commencé avec le touriste tantôt, puis on a voulu faire une image. Marie-Ève vient me rejoindre sur la scène. Marie-Ève de Visages Régionaux nous a conçu quelque chose, ça vaut à peine d'écouter, c'est le fun. On va avoir une nouvelle image à Saint-Raymond dans les futures années pour nous amener à parler de chaque. Qu'on parle de tourisme, qu'on parle de marché, qu'on parle d'industriel. Cette image qui a nécessité l'implication de visages régionaux sera apposée sur toutes les publications officielles de la ville, par exemple, ainsi que sur ses sites web. Visages régionaux a eu pour mandat d'aider Saint-Raymond à trouver son nouveau positionnement territorial, son nouveau logo, nouveau slogan. Voici Marie-Ève sur le processus qui a mené au choix final. On place une démarche participative. Donc, vous nous avez vu en septembre, en fait de septembre jusqu'à mars, avril, mai 2024, travailler sur toute la consultation publique parce que nous, on est basé dans la région du Kamouraska. On ne travaille pas juste dans notre bureau à dire, bon, ben tel village, on va les organiser de même, telle ville. Donc, on vient sur le terrain, on a fait des consultations publiques, il y a eu un atelier citoyen, consultation en ligne, j'ai eu des rencontres en bilatéral avec l'ensemble des cadres, avec le conseil à plusieurs reprises également, pour bien comprendre l'identité de Saint-Raymond. Dans l'ancienne image de la ville, le balbuzeur a évidemment été très dominant. Voici à nouveau Marie-Ève concernant son évolution dans la transition qu'effectue Saint-Raymond. Par contre, le balbuzeur, on y était attaché. Fait que là, on a eu des grandes discussions au conseil pour ou contre le balbuzeur, des versions avec, des versions sans, pour se dire que finalement, bon, comme il est affiché sur la caserne, sur le bâtiment ici, bon, il est visible déjà, ce balbuzeur-là. Il y a un sentiment d'attachement qui était quand même présent. Donc, on a joué un tour à la ville et on a présenté non pas une version avec ou sans, mais une version avec et sans le balbuzeur pour que tranquillement, pas vite, on lui fasse, en fait, qu'on lui garde une place dans l'identité visuelle, mais que peut-être que cette image-là parle moins à une clientèle externe qu'on veut attirer, peut-être que ça fonctionne moins avec le tourisme également. Par contre, pour des besoins corporatifs, pour des besoins de la ville, ça collait toujours. L'image propose une identification propre pour la ville, les loisirs, pour la culture, le tourisme, la corporation de développement industriel et le centre de ski. Voici la vidéo promotionnelle qui circule sur les réseaux.
Le 15 mai dernier, le député Vincent Caron a remis 25 bourses de 250 $ à des élèves de la région pour les encourager dans le parcours scolaire. Le gala Persévérance en était donc à sa 3e édition et a eu lieu, cette fois-ci, à la chapelle de Lac-Sergent. C'est le personnel enseignant de la région qui a soumis les candidatures des élèves dont la persévérance scolaire qui a été soulignée. Voici les propos du député de Portneuf. Si on vous a identifié, finalement, vous savez bien que je ne peux pas vous connaître, mais c'est justement votre personnel enseignant qui avait cette lourde charge de nous communiquer des noms et de nous dire, voilà, cet élève-là a fait réellement preuve de persévérance cette année et on aimerait, nous, qu'elle puisse être reconnue. Donc c'est grâce finalement à vos enseignants que vous êtes ici aujourd'hui, mais grâce à vous parce que vous avez parfois fait face à certaines difficultés, vous avez gardé toujours la tête haute, vous avez toujours eu cette force et cette capacité d'aller de l'avant malgré parfois de certaines embûches. Bref, vous avez été persévérant et pour tout ça, eh bien, on souhaite vous reconnaître aujourd'hui parce que la persévérance, c'est souvent la clé de la réussite dans la vie. La ministre Sonia Lebel était marraine de l'événement. Elle en a profité pour féliciter les élèves. Avant tout, je veux vous dire félicitations. Vous savez, ce soir, on est dans un lieu qui symbolise la persévérance, l'innovation, d'avoir des idées, d'être capable de croire. Donc, ce lieu-là est parfait pour symboliser tout ça. Mais ce soir, on souligne plus que des résultats scolaires, on souligne plus que de la performance. Ce qu'on célèbre ce soir, c'est de la détermination, la capacité à continuer malgré les obstacles, hein, l'engagement envers vous-même. Vous êtes là ce soir parce que vous le méritez pleinement et chaque jour dans votre parcours, vous avez décidé de continuer, d'aller de l'avant malgré les difficultés. Et c'est ça qui est difficile dans la vie et c'est ça qui fait que plus tard, bien, vous allez avoir acquis des atouts qui vont être extraordinaires et qui vont vous permettre de faire face à n'importe quel obstacle. La directrice générale du Centre de services scolaires de Portneuf, Laurie Leroux, était également sur place. Elle en a profité, elle, pour remercier les parents qui ont, eux aussi, mis l'épaule à la roue pour le succès de leurs enfants. Donc, bien sûr, on tient ce soir aussi à remercier les parents. Donc, parents moi-même aussi, et aussi d'un enfant persévérant, je sais à quel point il y a beaucoup d'investissements dans les familles pour être en mesure de contribuer à la réussite de vos enfants. Puis vous êtes des partenaires précieux pour nous là, au quotidien. Bien sûr, on a nos équipes. Hein, il y a les enseignants, mais il y a aussi notre personnel de soutien, nos professionnels qui sont autour de ces enfants pour s'assurer qu'au quotidien, ils reçoivent le soutien dont ils ont besoin. Et à la tête de ces belles équipes-là, on a nos directions d'établissement que je salue ce soir, là, qui sont ici avec nous, fidèles au poste, puis qui ont mobilisé leurs équipes pour venir identifier 25 jeunes sur une population quand même d'au minimum 2600 personnes. Finalement, le maire de Lac-Sergent, Yvan Bédard, a pris la parole et a souligné l'importance de l'effort lors du parcours scolaire. Évidemment, l'événement se déroulait à la chapelle de sa municipalité. Quand Vincent m'a appelé pour savoir est-ce qu'on peut réserver la chapelle, on demande toujours, on n'est pas curieux, mais pourquoi? Quand il m'a dit c'est pour la remise de prix, je dis OK. Mais quand c'est pour les remises de prix pour la persévérance, c'est différent. Parce que des fois, ça ne paraît pas, mais on a déjà été jeunes aussi. Hein? On a déjà été à l'école, puis on avait les bourses, puis les remises de trophées à fin de l'année, etc. Puis c'était, des fois, on n'était pas invités. Des fois, on était invités, mais c'était toujours un peu décevant. Celui de la persévérance, moi, je calcule, c'est une récompense à 3 niveaux. Puis le premier niveau, c'est les jeunes qui l'ont réalisé. C'est vous qui, ce soir-là, c'est une tape dans le dos pour vous féliciter pour tout ce que vous avez réalisé, tous les progrès. Puis c'est important, il faut vous en souvenir plus tard. Parce que quand ça va aller mal, c'est juste dire « Oh, j'ai déjà réussi dans le passé, il faut juste que je continue, que je reprenne la méthode. » Au retour de la pause, on revient sur le lancement du pôle alimentaire de Portneuf, régi par Solidarité citoyenne Portneuf. Joue-tu encore avec? Ouf, jette-moi ça. Tout ce qu'on jette continue d'exister. Chaque année, nous jetons plus de 6 millions de tonnes de déchets.
Pensons à réduire, à réutiliser. Pensons à mieux consommer. CJSR se démarque par son implication auprès des citoyens de sa région, Portneuf. Dans la dernière année, la station a redoublé d'initiatives impliquant les gens d'ici, que ce soit avec l'émission Folklore, qui met en vedette les artisans de musique traditionnelle québécoise. Improvisation Portneuf Alouette, une ligue d'impro créée en collaboration avec CJSR, qui divertit les Portneuvois chaque lundi soir. Intaco Airsoft, une collaboration avec des jeunes d'ici qui désirent faire connaître leur passion. Ou encore Le Gâteau, une émission de cuisine 100% régionale animée par la pâtissière Karine Saint-Gelais. CJSR présente dans chaque instant. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. C'est ce lundi 27 mai que le pôle alimentaire basé à Donnacona a été lancé par Solidarité citoyenne Portneuf. Ce pôle a pour objectif d'aider la lutte contre l'insécurité alimentaire en mettant à disposition des locaux, une cuisine et des réfrigérateurs pour revaloriser le plus d'aliments possible. En effet, le pôle alimentaire poursuit la mission de la table de concertation alimentaire de Portneuf en gérant notamment, oui, les frigos solidaires, mais également la récupération d'invendus dans les supermarchés. Il y a aussi les activités de glanage auprès des producteurs locaux. Le local du pôle alimentaire va permettre de mieux coordonner toutes les activités. Dans sa cuisine, le pôle pourra compter sur les bénévoles pour effectuer la fameuse transformation d'aliments reçus par l'organisme. Les plats préparés seront ensuite redistribués dans les frigos solidaires ou encore par le biais du programme Collation Santé remis aux étudiants de la région dans le besoin. De cette façon, l'effort de la communauté a des retombées positives dans la région et permet de réduire considérablement le gaspillage alimentaire dans la région de Portneuf. Lundi, suite à l'inauguration du pôle, j'ai discuté avec Karine Durocher, directrice générale de Solidarité citoyenne Portneuf. Bonjour Danick. Karine, grande nouvelle aujourd'hui, inauguration du pôle alimentaire. Ça s'est fait en deux parties ce matin et cet après-midi. Pouvez-vous nous en parler un peu de qu'est-ce que ça représente pour Portneuf? Oui, bien certainement. Donc, on est très heureux aujourd'hui d'inaugurer le pôle alimentaire solidaire qu'on retrouve à Donnacona. Ce matin, on avait la conférence de presse officielle avec le député qui était présent, Vincent Caron. On avait le préfet aussi, là, M. Gaudreau, le maire de Donnacona et les partenaires financiers au projet. Donc, c'est un projet qui a pu être possible grâce à la contribution importante là, de Métro pour l'implantation de notre cuisine partagée. Métro qui est inclus dans le pôle alimentaire solidaire et le fonds régional de la région de la capitale nationale. Donc, le gouvernement du Québec a contribué via là, le Conseil des maires qui a statué là, que c'était important pour eux là, de financer là, ce super projet. Donc, ça se trouve être un lieu pour faciliter le travail qui se fait au niveau de la sécurité alimentaire dans Portneuf, donc au niveau de la récupération qu'on fait soit chez les maraîchers, les agriculteurs, les entreprises agroalimentaires ou en supermarché. C'est un des lieux où on va pouvoir entreposer, trier, redistribuer la nourriture via les organismes. Donc, la distribution ne se fait pas nécessairement en particulier, sauf pour le programme Collation Santé Portneuf, qui a une distribution une fois par mois ici à Donnacona. On est dans 4 autres régions aussi, là, 4 autres municipalités. Là. Comment elle fonctionne, donc, la distribution? La distribution, les parents doivent inscrire leurs enfants et ils peuvent bénéficier là, d'une boîte de collation pour l'ensemble des journées scolaires là, du mois. Donc, une fois par mois, ils viennent chercher la boîte ici. Puis, il y a également des réserves dans les écoles que les enfants qui n'ont pas de collation, qui l'ont oublié ou qui n'en ont tout simplement pas, le professeur peut le diriger vers la réserve école. Là. Donc, on vient remplir ces réserves-là. Puis ici, dans la cuisine partagée Métro, on va pouvoir cuisiner les collations pour les enfants. Là. Ça prend 1200 collations qui doivent être cuisinées là, à tous les mois pour le programme. Le pôle alimentaire a maintenant une banque de collaborateurs, bon, pour que ce soit pour transformer, mais également pour aller chercher des aliments avant de les transformer. Ouais. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça. Pouvez-vous nous parler un peu de l'historique de toute la démarche qui a été amorcée? Bien, certainement. Donc, c'est issu, en 2018, il y a eu des opportunités de financement très importantes, des appels de projets. Donc, c'est la table de concertation en sécurité alimentaire qui a décidé de lever la main pour pouvoir aller chercher ces sous-là
pour pouvoir faire un portrait de situation de la sécurité alimentaire, de l'insécurité alimentaire dans Portneuf, devrais-je dire. Là. Puis, de fil en aiguille, Solidarité citoyenne Portneuf, nous, en fait, on était à l'époque un organisme parapluie qui permettait à des concertations comme ça qui n'étaient pas incorporées de pouvoir là, aller chercher des enveloppes financières. Donc, toutes les initiatives, là, que ce soit le programme de récupération en supermarché, le glanage, il y avait aussi là, les champs solidaires, c'est des initiatives qui découlent de la table de concertation en sécurité alimentaire. L'année passée, on a pris la décision, Solidarité citoyenne Portneuf, d'adopter tous ces services-là, ces actions-là qui devenaient un peu lourdes pour la concertation. Donc, il y a eu une espèce de réforme, là, de transition vers la table de concertation, vers l'organisme qui portait la table de concertation. Donc, c'est pour ça que Solidarité citoyenne Portneuf n'était pas tant mentionnée. Puis que souvent, on va voir comme sur notre camion, table de concertation en sécurité alimentaire, parce que c'est vraiment un peu entre, tu sais, c'est vraiment en collaboration et très, très étroite là, avec la concertation en sécurité alimentaire. Comment on fait pour aller chercher autant de ressources puis ensuite les distribuer à la population? Donc, c'est vraiment un travail, d'où l'importance de la concertation, mais aussi du partenariat. Donc, je vous donne un exemple, le programme de récupération au supermarché de Saint-Raymond. On va récupérer à tous les lundis au métro et au Maxi les invendus. Donc, ce qui auparavant était jeté là, aux poubelles, nous, on récupère ça et puis on l'amène au SOS Accueil qui, eux, vont prendre une part des denrées pour distribuer à leurs personnes là, qui viennent les voir. Puis, nous, on va prendre la part qu'ils ne sont pas capables de gérer. Donc, c'est cette part-là qui va venir ici au pôle alimentaire solidaire, puis que nous, on va réinjecter dans le réseau, soit qu'elle va être transformée. C'est souvent de la viande, là, parce qu'on ne peut pas la redistribuer dans notre réseau de frigo solidaire. Il faut qu'elle soit cuisinée. Alors, soit qu'elle va être cuisinée ici avec nos équipes de bénévoles, là, puis notre intervenante en transformation alimentaire, ou ça va être distribué à la FADOC, mettons de Sainte-Christine d'Auvergne, qu'eux autres font des ateliers de cuisine pour leur frigo solidaire, ou la Saint-Vincent-de-Paul de Portneuf aussi, qui viennent chercher des denrées pour transformer les cuisines collectives avec le Centre Femmes, ils viennent chercher des denrées. Fait que ça vient réduire les coûts considérablement là, des différentes mobilisations qu'on trouve à travers le territoire là, qui touchent à la sécurité alimentaire. Karine Durocher, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup de votre intérêt. Merci d'être venu à notre événement. Comme Mme Durocher l'a mentionné dans l'entrevue, le projet obtient également beaucoup de soutien, autant de la part du député, de la MRC, que de partenaires tels que Métro, Alcoa et Promutuel. En à peine 5 ans, l'aide alimentaire a connu de grandes avancées dans Portneuf avec une organisation de plus en plus étoffée. J'ai parlé avec Valérie Paquette, qui est là depuis ces 5 ans. Voici ma conversation avec elle. Présentement avec Valérie Paquette, chargée de projet en sécurité alimentaire, ici à Solidarité citoyenne Portneuf, toujours avec l'inauguration du pôle alimentaire solidaire. Bonjour Valérie. Bonjour Danick. Valérie, ça fait 5 ans que vous travaillez à la sécurité alimentaire dans Portneuf. Vous avez, depuis 5 ans, vu l'évolution du pôle alimentaire. Pouvez-vous nous parler justement de cette évolution-là? Bien, c'est sûr qu'au départ, j'étais la seule personne qui travaillait sur le terrain. L'équipe a beaucoup grossi depuis. Au début, j'allais récupérer des denrées avec mon auto. Là, on est loin de ça. On a 2 camions maintenant réfrigérés pour faire le tour du comté chez les producteurs, des épiciers, etc. Là, toutes les personnes qui nous donnent des denrées pour le réseau d'aide alimentaire. Donc maintenant, une chose que vous faites, Valérie, et que je trouve très intéressante, c'est que, lorsqu'il y a des activités de glanage ou encore on doit aller chercher des denrées, c'est vous qui et votre équipe qui êtes capable d'assembler une équipe de bénévoles pour aller faire les 10 travaux. Exactement. Si on parle du glanage, par exemple, il y a un producteur qui va m'appeler. Valérie, j'ai trop de pommes au verger. Il faut que ça soit cueilli dans tel délai. On aurait besoin, exemple, de 10, 15, 20 personnes. Là, on prend notre banque de noms, on les contacte, on fait une sélection au besoin. Et puis là, la journée prévue, on sort, on récolte. Puis quand on parle du glanage, il y a le tiers qui est laissé au producteur, le tiers qui est séparé en part égale entre les cueilleurs, puis le tiers qui revient au réseau d'aide alimentaire. Et en 5 ans, vous l'avez dit, ça a évolué. On est maintenant à 2 camions. La demande en aide alimentaire est assez... est-ce qu'elle est facile à constater dans Portneuf? Malheureusement, oui. Je pense que c'est partout au Québec, mais dans Portneuf, ça augmente toujours. Là. On le sait par les organismes. Nous, on aide ceux qui aident, les gens qui ont besoin d'aide. Fait que les besoins sont très grands, malheureusement. Ouais. Valérie, merci. C'est tout, toutes les questions que j'avais. Merci à vous. Un nouveau projet de bonification du marché public de Saint-Raymond est en marche. Pour en parler, j'ai accueilli un peu plus tôt Raphaël Benoît de Tourisme Saint-Raymond.
Un nouveau projet touche le marché public de Saint-Raymond. J'ai avec moi pour en parler Raphaël Benoît, agent de développement touristique à Tourisme Saint-Raymond. Bonjour Raphaël. Bonjour Danick. Ça va bien? Oui, ça va bien toi aussi? Oui, un beau projet pour le marché public, évalué à 120 000 quand même. Donc un projet ambitieux qui va donc revigorer le marché public de Saint-Raymond. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, en fait, le marché public, ça fait 10 ans qu'on existe. Donc, le projet, il consiste à agrandir le site du marché public. Donc, dans les dernières années, le marché public a connu une bonne croissance, notamment après la pandémie. Là, on a vu vraiment la demande là, croître. On a essayé différentes configurations au marché public pour avoir plus de marchands, pour accueillir mieux les visiteurs. Puis en fait, là, avec l'aide de la Ville de Saint-Raymond, on est venu vraiment faire une étude de localisation du marché public qui allait nous permettre d'agrandir le marché public en accueillant plus de marchands, puis aussi en bonifiant l'expérience des visiteurs. Comment vous allez faire pour accueillir plus de marchands? Concrètement, en quoi ça va changer avec votre projet? Bien, c'est ça. On parlait du 120 000. Là. Ouais. C'est le montant total du projet. On a dû quand même aller chercher des fonds des sphères autant privées que publiques. Donc, on a la MRC qui a contribué, mais également le programme Initiative ministérielle du MAPAC. Au volet proximité. Oui. Donc, c'est vraiment ce financement-là qui consiste le plus gros montant là, du projet. Mais il manquait une petite pointe de tarte à aller chercher. Fait qu'on a pensé au sociofinancement par la plateforme La Ruche. Donc, on est vraiment... on a lancé ça il y a 2 semaines. Puis, en fait, on demande à la population, mais aussi aux entreprises de contribuer pour nous aider à arriver là, avec le projet. Donc, c'est ça, c'est un projet qui est ambitieux, mais qui va vraiment permettre au marché public d'avoir une meilleure offre, mais aussi de dynamiser fortement le centre-ville. Pour ceux qui ne connaissent pas, bon, La Ruche, c'est toujours intéressant parce que quand on décide de financer sur La Ruche, parfois, il y a des promos, il y a des choses associées à ça. Est-ce que c'est l'optique que vous avez pris aussi à Tourisme Saint-Raymond pour le marché public? Oui, exactement. Donc, on a un objectif de 20 000 qu'il faut atteindre avant le 10 juillet. Donc, c'est le moment de contribuer. Puis, pour contribuer, en fait, on peut donner un don, tout simplement, mais on peut aussi acheter une offre. Donc, à Tourisme Saint-Raymond, on a développé plein d'offres avec des partenaires qui vont permettre aux contributeurs d'avoir quelque chose en échange. Donc, par exemple, les gens peuvent acheter simplement une consommation gratuite à venir consommer sur le parvis de l'église. Mais ils peuvent aussi, une entreprise pourrait aussi acheter, par exemple, de la visibilité sur un des nouveaux kiosques en bois. Parce que je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais c'est important quand même de le dire, que le marché s'agrandit, mais on va aussi avoir des kiosques en bois permanents, donc sur place, qui va nous permettre de mieux faire un meilleur montage lors du marché public, mais également de se servir de ces kiosques-là à d'autres périodes de l'année. Donc, on pense notamment au marché public des fêtes qui va avoir 3 ans cette année, mais qui génère un grand achalandage au centre-ville puis une grande demande des marchands. Donc, puis on ne se cachera pas qu'à la mi-décembre, il fait pas mal plus froid qu'en ce moment. Donc, on a besoin d'avoir vraiment des infrastructures qui sont adaptées. De là, l'idée des nouveaux kiosques en bois qui allaient à la fois répondre à la demande croissante des marchés publics estivaux, mais aussi répondre à un besoin d'équipement qu'on avait au marché public des fêtes pour garder nos marchands au chaud. Alors, c'est pour le projet, Raphaël, vous l'avez dit, c'est jusqu'au 10 juillet où on peut participer sur La Ruche. Le marché public, sous peu, va commencer ses activités pour la saison été 2025. Comment ça s'annonce? Oui, bien en fait, c'est sûr que c'est une grande nouveauté quand même avec le projet. Donc, on a tout ce projet-là à gérer d'ici le lancement le 26 juin. Donc, le marché public va se tenir cette année du 26 juin au 18 septembre. C'est encore une fois tous les jeudis sur place de l'église maintenant. Donc, on conserve notre parvis d'église en mode tente, mais on a extensionné dans place de l'église avec ce nouveau projet-là. Puis, en fait, on maintient toutes nos activités qui sont nos actifs, finalement, au marché public, puis qui nous permettent d'avoir un marché public très convivial, chaleureux, festif. Donc, on a toujours une grande panoplie de marchands qui vont être sur place, marchands agroalimentaires, mais également des artisans.
On va aussi avoir de l'animation culturelle. Donc, on a su quand même détailler une programmation qui va être publiée sous peu, qui va beaucoup être entre le cirque, entre la musique. On vient vraiment rejoindre beaucoup les goûts que les gens aiment au marché public. Donc, on veut vraiment offrir des animations qui allaient répondre aux attentes et à la demande des visiteurs. Donc, puis ensuite, il y a tout le temps les Pont-Tessier aussi, le rendez-vous du Pont-Tessier, les spectacles en plein air gratuits aux abords de la rivière Sainte-Anne qui vont se tenir juste après le marché public, donc à 19h30. Puis, en fait, on a toujours aussi les visites de l'Église. Donc, avec la fabrique, la paroisse Saint-Raymond-du-Nord, on est capable d'avoir accès à l'Église. Donc, c'est possible maintenant de découvrir l'architecture de l'Église puis d'apprendre un peu plus sur l'histoire de Saint-Raymond. Et est-ce que les infrastructures de bois vont être déjà installées pour le début de cette saison 2025? Est-ce que c'est déjà dans les plans ou on va faire ça lorsque tout le financement va avoir été récolté? Déjà, on commence déjà à entreprendre les travaux. Donc, les kiosques vont être sur place. Par contre, il va rester quelques petits aménagements à faire sur le site. Donc, de là, le 20 000 est d'autant plus important parce qu'il va avoir vraiment une valeur ajoutée là, avec ce montant-là pour vraiment avoir un site qui va être complet. Là, Raphaël Benoît, agent de développement touristique pour Tourisme Saint-Raymond. Merci beaucoup de vous être déplacé en studio. Merci beaucoup, Danick. Merci. Au retour, on parle de la table de concertation des aînés de Portneuf et de sa grande rencontre Portneuf en mode solution pour ses aînés. Depuis plus de 50 ans, CJSR est la télévision de la région de Portneuf. Partout sur le territoire, notre équipe est là pour informer la population. Disponible autant en ligne que sur le câble, notre programmation rejoint les jeunes et les moins jeunes. À chaque saison, la TV Portneuf diffuse des émissions originales créées dans Portneuf pour et par les gens d'ici. CJSR est constamment à la recherche de nouvelles idées d'émissions et de nouveaux collaborateurs. Si vous désirez partager vos passions ou apprendre les rudiments de la production vidéo, notre équipe est là pour vous aider à réaliser votre projet. CJSR, la TV Portneuf s'intéresse à vous. Un plan pour l'avenir, c'est le but ultime de la démarche de consultation des aînés entamée par la table de consultation des aînés de Portneuf cette année. Comment prévenir l'isolement social? Comment adapter les domiciles? Ce sont des questions qui ont été posées aux participants de la grande rencontre territoriale tenue mardi 27 mai. Pour l'occasion, plusieurs intervenants étaient sur place pour participer à l'effort de remue-ménage proposé par la table de concertation. J'étais sur place, j'ai parlé avec la directrice générale Jacinthe Drolet. Voici mon entrevue. C'est aujourd'hui la grande rencontre territoriale de la table de concertation des aînés de Portneuf. Je suis avec la directrice générale Jacinthe Drolet. Bonjour. Bonjour. Jacinthe, une grande journée pour vous aujourd'hui et ça a été quand même du travail pour en arriver là. Pouvez-vous nous expliquer un peu l'idée de la grande rencontre territoriale aujourd'hui? Oui, le tout débute, c'est parce qu'on a fêté nos 10 ans le 15 avril dernier. Puis pour souligner nos 10 ans, on se disait peut-être qu'on est dû pour refaire des grandes rencontres, pour refaire, aller prendre le pouls au niveau des aînés et tout ça. Donc, c'est ce qu'on a fait. En mars dernier, on a fait 4 rencontres territoriales dans les 4 sous-régions de Portneuf pour rencontrer les aînés, connaître les enjeux, les défis, leurs inquiétudes pour les prochaines années et en même temps c'est quoi les bons coups aussi pour demeurer en santé, demeurer à domicile. C'est de là, suite à ça, ces 4 rencontres-là, on a fait une rencontre, ce qu'on appelle une journée de lac à l'épaule avec l'ensemble de l'équipe. On est 9 employés plus le conseil d'administration. Et on termine aujourd'hui avec la grande rencontre territoriale Portneuf en mode solution pour ces aînés qui est aujourd'hui. Donc, est-ce que vous utilisez ce processus-là pour un peu aiguiller vos activités pour les prochaines années? Est-ce que c'est un peu de la planification que vous faites? Oui, c'est en même temps, c'est exactement pour ça. On va poursuivre tout ce qui touche la gériatrie sociale, le travailleur de milieu, nos activités intergénérationnelles. Mais toute cette étape-là, cette grande journée-là, un plan d'action triennal va découler.
de ça pour justement répondre le plus possible aux besoins des aînés dans Portneuf, mais pas que la table de concertation des aînés de Portneuf, mais avec l'ensemble des partenaires sur le territoire, que ce soit les municipalités, le réseau des organismes communautaires, organisations publiques, les caisses, les institutions financières. On les mobilise. Et qui sont les personnes qui vont venir ici? Et d'ailleurs, on voit que vous avez quand même installé des activités un peu partout sur les tables. Comment va se dérouler la journée? OK. Ce matin, à 9h, on a une conférencière, Annick Giguère, qui va venir justement parler de la santé des aînés et tout ça. Par la suite, on va entamer le travail, les ateliers qui viennent justement pour ce qui fait suite, aux 8 défis qui ont été relevés, soulignés lors des rencontres avec les aînés et lors des consultations aussi, puis le lac à l'épaule. C'est vraiment des rencontres d'équipe. Les gens qui sont ici, c'est autant des services d'incendie des municipalités, autant des organismes communautaires, l'organisme d'entreprise d'économie sociale, la population, les municipalités, les citoyens aidés. Donc, vous avez souligné 8 enjeux. Bon, j'en vois un du coin de l'œil. On parle de l'isolement social. C'est tous des enjeux qui se sont ressortis lors de vos rencontres? Oui, tous des enjeux qui ont ressorti par les aînés lors des 4 rencontres dans les 4 sous-régions de Portneuf. Et puis là, on essaie de trouver des solutions efficaces pour ces enjeux-là. Oui, trouver des solutions, parler des défis, justement, mais trouver des solutions et d'identifier en même temps des actions qui vont être justement mises dans le plan d'action pour les prochaines années, incluant les partenaires aussi. Jacinthe Dodette, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée aujourd'hui. Oui, merci. Merci. Le Festival du calcaire de Saint-Marc-des-Carrières aura lieu les 6 et 7 juin prochains pour une première édition. J'étais sur place mercredi lors du montage du chapiteau et j'ai discuté avec les responsables. Voici cette entrevue. Et Cédric Julien, on est présentement à Saint-Marc-des-Carrières parce qu'il y a une véritable mobilisation pour les 6 et 7 juin prochains avec, entre autres, la première édition du Festival du calcaire. J'ai avec moi 3 invités. Mathieu Bergeron, qui est coordonnateur communautaire et culturel à la ville de Saint-Marc-des-Carrières. Bonjour. Allô. Également, Jeff Bernard et Éric Paquette de PEP Événements. Bonjour, les gars. Salut. Donc, on parle du Festival du calcaire, mais pas que, parce que, comme j'ai dit, c'est une mobilisation, plusieurs événements qui vont avoir lieu pour la prochaine fin de semaine, 6 et 7 juin. Mathieu, qu'est-ce qui se prépare là, à Saint-Marc? En fait, ce qui est merveilleux à Saint-Marc cette année, c'est qu'on a vraiment une fusion de plusieurs partenaires. On a PEP Événements, on a la Ville de Saint-Marc, on a la bibliothèque, on a le Festival de l'inclusion avec la PHP, on a la Brigade de pompiers. Tous ces gens-là sont mis ensemble pour faire un gros party à Saint-Marc, puis c'est ça qui est la grosse nouveauté, là. Et justement, le party, PEP Événements, vous avez justement embarqué dans le projet. Vous êtes d'ailleurs des instigateurs de la portion festival du calcaire. Puis j'aimerais savoir comment on en est venu justement à créer un festival là, de part entière. En fait, moi, je suis dans l'événementiel depuis 25 ans, mais je suis à Saint-Marc-des-Carrières depuis 10 ans. Sauf qu'il y avait plusieurs petits événements, mais avec l'Expo agricole, on a voulu en faire une deuxième plus gros événement. On a simplement réuni 2 événements ensemble qui avaient lieu. Il y avait tout le temps la fête des voisins, qui avait beaucoup d'animations sur le terrain de soccer. Et il y avait tout le temps l'ancien petit parc qui a été rénové, mais il y avait tout le temps des petits spectacles qui étaient là. On a simplement déplacé ces 2 événements-là en un gros, qu'on a nommé le Festival du calcaire, puisque Saint-Marc-des-Carrières, c'est pas connu, mais les sédiments, c'est du calcaire. Fait que là, on veut faire découvrir ça à tous les gens de Portneuf, mais même à l'extérieur. Et il y a une grande programmation, mais avant de parler de la programmation, j'aimerais peut-être, parce qu'on voit derrière nous, il y a le chapiteau. On est en bordure de l'école secondaire de Saint-Marc. Vous avez donc tout préparé là, pour justement votre événement, mais ça va être profitable aussi pour d'autres événements. D'ailleurs, le gala de lutte qui a lieu. Je vous donnerai peut-être la parole. Oui, vendredi, en fait, qui s'en vient, il va y avoir le gala de lutte. Le gala de lutte, lui, il est pour la fondation de l'école, qui va faire profiter à tous les élèves. Fait qu'en plus, le plaisir que ça va accroître aussi envers toute la population, c'est qu'on peut profiter de l'infrastructure qui va être déjà là pour la semaine prochaine, le 6-7 pour le festival. C'est vraiment une belle coordination des personnes du milieu qui veulent faire l'événement avec nous autres.
J'aimerais qu'on parle maintenant des partenaires qui ont rendu l'événement possible avant de passer à la programmation. J'imagine que ça a dû mobiliser beaucoup de monde là, dans l'ouest de Portneuf pour réaliser cet événement-là. Je sais pas. En fait, oui, parce que nous autres, ce qu'on a fait au départ, c'est qu'on ne savait pas sur qui se garocher non plus. On y était avec un mailing list assez large. Mais il y a beaucoup de gens qui ont répondu, tellement que on a réussi à mettre l'événement gratuit sur les deux. Et tous les frais sont couverts. Un énorme merci à Grémont qui a embarqué avec, comme grand partenaire. Et après ça, il y en a plusieurs autres qui embarquent. La ville Saint-Marc-des-Carrières. Après ça, il y a le Chavigny qui héberge tous les artistes pendant les 2 jours. Ensuite de ça, je ne veux pas en oublier... AM électrique, oui, climatisation, M2J. Puis les excavations Giovanni qui est dedans aussi. Giovanni, exact. Mais je vais toutes les mentionner sur PEP Événements, sur notre page. J'ai peur d'en oublier. Mais Choc FM aussi qui est embarqué sur toute la publication. Qui va être là d'ailleurs. Oui, il va y avoir le studio mobile Choc FM qui va être justement à l'entrée ici du stationnement. Mais ensuite, tous les autres partenaires aussi, partenaires supporters, partenaires bronze, argent, or et tout. Fait que on a tous les partenaires, puis on espère, oui, tout ce qu'on espère aussi qu'il soit récurrent à chaque année pour que ça revienne. Parce que le but, c'est de ne pas faire un événement juste pour une année, surtout, c'est le 125e de Saint-Marc-des-Carrières l'année prochaine. Fait qu'on prépare encore une grosse année. Ouais. Donc, peut-être l'année test là, en vue de votre 125e. Et là, bon, parlons-en de la programmation parce que, bon, au départ, j'ai parlé avec Jeff tout à l'heure. Il me disait, on pensait peut-être faire ça sur une journée, mais on a tellement eu de l'engouement qu'on a décidé de le faire sur 2 jours. Comment vous avez... Ça, oui. En fait, ça débute à 17h30. À 17h30, le vendredi 6 juin. Ça va être les élèves... c'est le show son qu'il y a eu à l'école secondaire. On a passé une petite audition, puis les gens qui voulaient participer, on a monté un spectacle d'1 heure de 17h30 à 18h30 pour ce qui est de la première partie, qui va être sur la scène 2. Parce qu'il va avoir la grosse scène dans le chapiteau, mais il va avoir une petite scène extérieure qui va être installée juste à côté. Puis ça va être en alternance tout le temps. Fait qu'il n'y aura pas de temps mort. Eux autres vont jouer pendant 1 heure. Ensuite, sur le gros chapiteau, à 19h, l'hommage à Bob Bissonnette, William Bisson et son band, pendant 2 heures de temps également. Et La Pointe Expérience, La Pointe, c'est l'hommage officiel à Éric Lapointe, quand j'en fais partie. 21h30 jusqu'à, d'après moi, minuit. Jusqu'à tard. Jusqu'à tard. Mais ça, c'est pas tout. Il va y avoir un food truck qui va être installé. Il va y avoir plein de choses, plein d'animations au travers. Moitié-moitié, rafraîchissement et tout. Le bar va être là. Puis ça va être pour ramasser également. Le bar va ramasser tous les profits. Ils vont aller à 4 organismes. Donc de la région, le CPA Saint-Marc, l'hockey mineur, dystrophie musculaire et la Maison des jeunes. Fait qu'on ramasse tout pour les jeunes dans le coin. Puis un gros merci aux pompiers de Saint-Marc qui vont s'occuper du bar, du service de bar, en fait. Oui, je laisse Jeff pour la programmation du samedi. Oui, programmation du samedi, en fait, le 7 juin, ça commence vers 10h avec, cette année, il y a en fait la fête de l'inclusion, APHP qui va faire partie de la fête. En fait, ça va être le bout un peu plus à Mathieu, qui va faire partie de la fête avec animation, des kiosques sur place, expliquer c'est quoi l'APHP. Et il va y avoir des tirages aussi de fait dans l'après-midi. Après ça, vers 11h environ, cours de danse avec Nadia Royer, cours de danse country sous le chapiteau, en prévision du show de Shania Twain avec le groupe Still D1 qui vont faire tous les plus grands succès de Shania Twain. Puis cette année, chose vraiment très drôle, c'est la remarque que tout le monde nous font. Saviez-vous qu'elle va être au FEC en plus? Fait que c'est comme une prémisse au FEC en plus sans le savoir. Mais en tout cas, des fois, on dit tout le temps « timing is everything », mais ça l'est. Après ça, dans l'après-midi, il va y avoir des tirages. La PHP, nous, on risque de faire un petit tirage. On va organiser ça aujourd'hui. Et ensuite, vers la fin de la soirée, l'école Denis Arcand qui va embarquer, élèves-professeurs. Un show d'environ 2 heures, si je ne me trompe pas, là, 2 heures, 2 heures et quart. Puis après ça, attachez bien votre tuque, parce que là, on part avec l'hommage à Linkin Park, avec Linkin Road. Puis ensuite, hommage à Billy Talent et Green Day avec le groupe Billy Day. Jusqu'à très tard le soir, avec plusieurs petites consommations sympathiques.
Le party sera lancé dans ce cas-là. Oh oui. Bon, Mathieu, j'aimerais qu'on revienne parce que Jeff en a parlé, collaboration avec la PHP, mais j'aimerais aussi vous entendre sur le fait, il y a PEP Événements, il y a toute une collaboration. Vous, en tant que représentant de la ville de Saint-Marc-des-Carrières, en quoi c'est important justement que la communauté se mobilise pour des événements comme ça? En fait, la Ville se casse souvent la tête pour avoir des activités, des événements qui attirent le monde, qui mobilisent finalement. Puis cette travail de collaboration-là me permet à la Ville d'avoir une offre multipliée. T'sais. Donc, je vais juste faire un petit retour en arrière. Le Festival de l'inclusion commence à 10 h, puis il y a plusieurs kiosques d'information. Non, il n'y en a pas cette année. Le Festival de l'inclusion va offrir finalement l'occasion d'essayer différents équipements, des accessoires. Ils vont être là pour vous instruire les gens. Donc, pendant toute la journée, ils vont être là dans le chapiteau. Puis, dans le fond, c'est vraiment une belle occasion pour les citoyens de Portneuf de venir voir c'est quoi la réalité des personnes handicapées. Parce que ceux qui ne savent pas c'est quoi la PHP, c'est l'Association des personnes handicapées de Portneuf. Puis, on est bien contents de les avoir avec nous cette année. Il va y avoir beaucoup d'activités reliées à cet état physique là, d'handicap. Après ça, la fête des voisins, ça commence vraiment à 14 h. On est vraiment, tout est mélangé, mais on est tous comme complémentaires. À 14 h, c'est de l'animation sur site, maquillage artistique, jeux gonflables, il y a tout ce qu'il faut pour avoir beaucoup de plaisir. Puis on va terminer, nous autres, à 17 h avec le traditionnel souper hot dog. Super hot dog gratuit pour les citoyens de Saint-Marc-des-Carrières, mais contribution volontaire pour ceux qui viennent de l'extérieur. Ça va être une offre alimentaire qui s'ajoute déjà au food truck qui est là. Puis, dans le fond, on termine, comme Jeff le dit, avec le spectacle de l'École de musique de Niarca. On est super contents. Ils reviennent à chaque année à la fin des voisins. Donc, c'est vraiment une super belle offre qu'on a cette année. Donc, pour revenir sur ta question, c'est cette idée de se rassembler nous permet de faire beaucoup plus avec moins, dans le fond. C'est qu'on travaille tous beaucoup. Mais les résultats, finalement, vous viendrez voir, finalement, le 6-7 juin, ça va être un méchant beau party. Moi, je suis très, très excité, puis j'ai bien hâte de vous accueillir sur le site ici. L'école secondaire, le chalet loisirs, l'aréna, le chapiteau derrière, vous voyez, donc vous êtes attendus. L'invitation est lancée, Éric. Oui? De juste remercier vraiment, comme il faut, les partenaires majoritaires qui sont pour l'événement du 6-7 juin. Grémont, notre partenaire, lui, il va arriver avec 2 totems de calcaire qui vont monter, que ça va être l'arche d'entrée. Il va y avoir des surprises aussi qui vont arriver. Il va y avoir le kiosque Grémont qui vont expliquer également qu'est-ce que c'est Grémont, parce qu'on voit simplement les barrières Grémont. Il n'y a presque personne qui est rentré non plus. Puis ils vont faire des visites guidées pour le 125e. Ensuite, la ville de Saint-Marc-des-Carrières, merci de l'ouverture. Vraiment, c'est apprécié. Choc FM, le Chavigny qui fournit toutes les chambres pour les artistes. AM Électrique, M2J Incorporé, Éloi Moisan également, Matériaux Odette, les entreprises Giovanni. Fait que c'est eux autres grâce à eux autres, mais plusieurs autres également. Puis c'est grâce à eux le partenariat qu'on pu faire l'événement gratuit pour tout le monde pour le week-end du 6-7 juin. Mathieu, Jeff, Éric, je vous remercie pour votre temps, pour cette entrevue. Et on sera présent là, les 6 et 7 juin là, pour couvrir votre événement. Cool. L'union fait la force. Hey, merci beaucoup. Merci de ta présence. Merci les gars. Merci. La caserne de pompiers de Saint-Basile est officiellement rénovée et fonctionnelle. Les pompiers de la municipalité ont pris possession du bâtiment. Philippe Papillon est allé voir les nouvelles installations. Il a discuté avec le chef incendie de Saint-Basile. Voici son reportage. On a pris possession de la nouvelle caserne d'incendie à Saint-Basile le 24 avril dernier, donc ça fait tout près d'un mois qu'on est installé dans nos nouveaux locaux modernes. On a fait une pointe de technologie, donc nos pompiers sont super contents. Donc la nouvelle caserne contient 4 portes, en fait, 4 baies de garage pour nos 5 véhicules, donc on a de l'espace. Enfin, c'était un des enjeux majeurs de ce projet-là. Également, pour la caserne contient un vestiaire pour les habits de combat de pompiers. Une salle d'appareils respiratoires pour le nettoyage, entre autres des faciales, l'entretien, tout ce qui est en lien avec les appareils respiratoires. Une salle de lavage aujourd'hui pour prévenir les risques de cancer. On nettoie beaucoup nos équipements, donc vous allez voir une salle de lavage, une salle de séchage par la suite pour mettre le plus rapidement possible nos équipements en service. Ensuite, différents rangements pour les équipements, une petite section établie pour la réparation des outils, les scies mécaniques, ces choses-là. Du côté administratif, on a 2 bureaux. En fait, il y a le bureau de la direction, qui est mon bureau à moi, puis on a un bureau partagé là, pour la prévention et un bureau pour les officiers.
Il compte également une salle de formation pour 24 personnes, puis on a des douches et des vestiaires par la suite là, pour que les pompiers puissent prendre leur douche. C'est une nouveauté qu'on n'avait pas avant, donc les pompiers vont pouvoir prendre une douche avant de retourner à la maison ou au travail. Afin, encore une fois, de prévenir les risques de cancer. On sait qu'aujourd'hui, que les contaminants de l'incendie causent le cancer chez les pompiers, donc on veut prévenir ça au maximum. Donc, on diminue les expositions aux contaminants de l'incendie. Entre autres, là, c'est une des choses que notre caserne vient faire. Ça vient également faciliter l'entretien de tous nos équipements. On a des machines à pression à eau chaude pour se nettoyer. Donc ça, c'est une belle avancée également là, pour améliorer notre entretien de nos équipements. Quand on s'était rencontrés la dernière fois, Philippe, pour parler de notre projet de drone, en fait, on avait un véhicule qui était en commande, donc il est enfin arrivé après presque 1 an et demi d'attente. Notre véhicule est arrivé, c'est un projet qui a été débuté en 2024. Puis c'est un véhicule qu'on vient juste de mettre en service, c'est un véhicule Ford Transit 2024, traction intégrale. C'est un véhicule qui vient remplacer un ancien camion qui datait de 1986. Donc, c'est un camion qui va servir à toutes sortes de choses, entre autres de poste de commandement, qui va servir également de lieu là, de refuge pour nos pompiers pour se réchauffer ou se refroidir parce que c'est un véhicule qui a l'air climatisé. Également pour reloger des sinistrés temporairement, c'est un véhicule qui va être utilisé pour ça. Puis on fait également l'entretien de nos appareils respiratoires, nos bouteilles d'appareils respiratoires au service incendie de Pont-Rouge. Donc on va utiliser le véhicule pour faire du transport. On va l'utiliser pour faire toutes sortes de choses, pour faire des événements, pour faire des premiers soins, pour faire des visites de prévention. Donc c'est un véhicule qui est vraiment multifonctionnel. Qui est également adapté là, pour notre projet de drone. Donc, à l'intérieur, on retrouve un ordinateur avec une télévision qui nous permet de voir en direct ce que le drone va voir. Il est également muni, le véhicule, là, évidemment, d'un tableau véhiculaire là, pour avoir Internet puis avoir accès aux informations du 911. Puis, il est également doté d'une antenne Starlink sur le toit là, pour donner plus de robustesse pour le véhicule, pour s'assurer d'avoir toujours accès à un réseau. Donc, on peut au besoin activer une antenne Starlink sur le toit du véhicule pour avoir accès à Internet, pour avoir des communications. Donc, si le véhicule se rend dans des endroits sans réseau cellulaire, bien facilement, on peut activer l'antenne puis avoir du réseau là, pour communiquer, soit par Internet, soit par cellulaire. Donc, c'est un véhicule qui va servir à toutes sortes de choses là, qu'on a mis en place ici. On est content de mettre ça en service à un prix raisonnable versus d'autres solutions qui étaient disponibles sur le marché. Donc, on est bien fiers de ce petit véhicule-là qui est en service depuis également, lui aussi, environ 1 mois. Là, qui est comme arrivé en même temps que la caserne, mais c'est un projet qui était débuté depuis le début 2024. Là. Donc, une belle nouveauté au service incendie, encore une fois, à Saint-Basile. Les adeptes de quad du secteur de Saint-Ubalde pourront profiter de la saison cette année aux abords de la rivière Charest. Alors qu'un nouveau pont a été construit pour remplacer celui qui avait été perdu en 2024 en raison de pluies diluviennes. Samedi, le 24 mai, le club Adepte Quad Portneuf tenait une conférence de presse pour souligner l'inauguration du nouveau pont. Ce projet a été possible grâce à la collaboration du gouvernement du Québec qui avait investi un peu plus de 300 000 $. Voici les explications du président du club de quad, M. Michel Lefebvre. On a eu un très grand coup d'eau en 2023, en plein milieu de l'été. Ici, il y a une digue beaucoup plus haut qui a lâché. Il y a plusieurs ponts qui ont été arrachés. Tout a descendu dans la rivière. Et notre pont n'a pas survécu à tous les débris qui ont descendu. On a pu prendre des mesures. On a pu voir que l'eau avait passé 20 pieds au-dessus du pont. Fait que le pont n'a pas été capable de résister à ça. On était obligé de refaire un nouveau pont. C'est des débris qui ont emporté le... C'est ce qu'on peut croire, parce qu'on a trouvé beaucoup de débris de l'autre côté, des débris, même des morceaux de bâtiments, des morceaux de toutes sortes de débris qui a descendu la rivière. Le passage était très important pour relier Portneuf avec une autre région, c'est-à-dire la Mauricie. C'est pourquoi le nouveau pont était très important et même primordial. La météo pour les 3 prochains jours, aurons-nous du soleil, de la pluie? Voici le bulletin météo.
C'est ce qui complète le bulletin d'information Info CJSR. Merci à Arthur pour son aide à la technique, également pour les captations lors de la dernière semaine. Également merci à Philippe Papillon pour son reportage.